Je pense qu'il faut distinguer complètement deux choses qu'on ne distingue pas assez. D'une part, les formes de famille qui changent, c'est une question culturelle, et d'autre part, la réelle rupture dont il s'agit ici. Alors, d'une part, les formes de famille, elles ont changé en France et dans les pays occidentaux, et elles sont extrêmement différentes selon les cultures et les civilisations. Tout à l'heure, vous avez dit, quelqu'un a dit, il pourrait y avoir plusieurs parents, mais il y a des tas de cultures où il y a plusieurs parents. Dans les cultures polygamiques, il y a plusieurs parents. Alors, ça, si vous voulez, c'est une question de culture. Il y a eu des textes qui étaient des textes très intéressants qui ont été écrits sur l'histoire des Indochine, des sociétés sans père ni mari, des sociétés sans hommes. Alors, bon, évidemment, les hommes existent d'un point de vue biologique, on les appelle d'ailleurs fort vulgairement les arroseurs. Ce sont des sociétés où il n'y a pas de père. Et du coup, les Occidentaux, triomphants, écrivaient cela en disant, vous voyez, on peut donc se passer d'un père, puisque là, ça n'existe pas. Bien sûr qu'on peut s'en passer, mais à ce moment-là, on se passe aussi de l'apprentissage de l'autonomie personnelle. Pourquoi est-ce que nous vivons dans des cultures où il y a un père et une mère? Parce que l'enfant apprend l'autonomie personnelle et la liberté, qui était quelque chose d'essentiel dans notre culture, grâce à la dualité père-mère, et notamment c'est le père qui lui apprend l'autonomie personnelle essentiellement, même si les deux jouent un rôle. Si un enfant a plusieurs pères, plusieurs mères, ou trois beaux-pères, deux belles-mères, etc., il n'apprendra pas l'autonomie personnelle. Ça, vous pouvez être tranquille, ça ne marchera pas aussi bien. C'est tout à fait clair. Donc, si vous voulez, d'un point de vue culturel, on va perdre beaucoup. C'est ça qu'on risque de perdre, et de perdre non seulement d'ailleurs avec la loi actuelle, mais déjà avec tout ce qui se passe, avec la multiplication des parents, beaux-parents, ce qu'on appelle les tribus. Mais il y a une deuxième chose importante, et à mon sens très différente, c'est que ce projet de loi-là n'est pas une rupture culturelle. Les changements culturels, on les trouve ailleurs. On s'aperçoit que voilà, chez les Indochine ou chez tel musulman, dans tel pays musulman, il y a des familles similaires. Là, il n'y a rien de similaire. Il n'y a, et je n'ai pas l'habitude d'abuser du mot, il n'y a là que du nihilisme. C'est-à-dire une volonté de faire exploser quelque chose. On fait exploser en diluant. Si quelque chose est bleu, et si vous dites tout d'un coup tout est bleu, alors plus rien n'est bleu. Si quelque chose est mariage, distinction, si tout devient mariage, plus rien n'est mariage. Il y a donc là une volonté de faire sauter, de détruire. Et je prends la généalogie du nihilisme qui existe dans nos contrées occidentales, parce que le nihilisme c'est aussi une affaire occidentale, parce que les Occidentaux ont l'habitude de tout remettre en cause. Bon, c'est leur nature et c'est aussi leur grandeur. Et puis aujourd'hui, on pourrait citer Michel Foucault. Qui est tout à fait dans cette veine-là. Donc je pense que là, il faut bien distinguer. Je crois que c'est embêtant de mélanger, parce qu'à ce moment-là, on se prend les pieds dans nos arguments. Il faut pas mélanger les changements culturels, qui ont déjà commencé et dont ce sera encore une multiplication, et le changement vraiment anthropologique, qui est véritablement une destruction du comportement humain de tous les temps et de tous les lieux. Je crois que c'est pas du tout pareil. Une des questions auxquelles on est confronté aujourd'hui, c'est finalement, y a-t-il un modèle de la famille? On vous dit tout de suite, non, il n'y a pas de modèle, puisqu'il y a des situations différentes de famille. Vous avez la famille qu'on dit traditionnelle, vous avez des familles recomposées, des familles monoparentales, on ajoute aujourd'hui familles homoparentales, ou bien des familles constituées de couples qui ne sont pas mariés mais qui ont des enfants. Bien. Et on vous dit, mais acceptez aujourd'hui qu'il y ait cette diversité, qu'il y ait cette pluralité. Je crois que la question n'est pas de nier de fait cette diversité, on la constate. Mais faut-il passer de la constatation à la justification? Et en particulier, doit-on renoncer à toute définition de la famille, à toute conception éthique de la famille? Est-ce qu'on est condamné au relativisme où chacun va essayer de bricoler au mieux, j'allais dire, la conduite qui lui paraît souhaitable? Et là, je crois que ça pose véritablement à notre société une question de fond, et qui est sa responsabilité éducative. Parce que par rapport à des enfants, par rapport à des jeunes, aujourd'hui, que va-t-on dire? Est-ce que c'est le silence
ou bien on a des convictions, on a un certain nombre d'éléments qui nous paraissent structurants, en particulier sur cette question familiale. Hein. Je crois que les valeurs d'une société ont besoin de trouver un fondement dans l'homme, un fondement anthropologique. Une société qui ne sait plus définir qui est l'homme, donc qu'est le mariage, ce qu'est véritablement une famille, est une société qui perd ses points de repère et qui finalement se fragilise. Et je crois que ce que l'Église veut faire, en participant d'ailleurs en réflexion avec d'autres traditions religieuses, nous sommes retrouvés en grande affinité avec le grand rabbin de France, par exemple, le grand rabbin Bernaï, mais aussi avec des hommes et des femmes qui appartiennent à d'autres familles de pensée. C'est en même temps de dire, mais je crois que nous ne sommes pas condamnés au relativisme et qu'il y a un invariant, en particulier dans le mariage et dans la famille, c'est l'articulation dans l'union d'un homme et d'une femme avec la possibilité aussi d'avoir des enfants. En fait, si vous voulez, je crois que la famille, dans une perspective chrétienne, elle allie deux axes structurants, qui est la différence des sexes et la différence des générations. Je pense qu'il y a à l'œuvre, en partie, une volonté d'explosion de la famille. En tant que schéma conservateur, schéma d'ordre, cette approche, oui, est à l'œuvre. Elle n'est pas que le résultat de la gauche et de l'extrême gauche. Dans la femme en rapport sur la famille et d'autres travaux, on souligne bien combien les promoteurs ont avantage à l'éclatement des couples, parce que ça permet de vendre 2 appartements plutôt qu'un, et les marchands de frigo ont aussi intérêt à. Et mon travail sur les questions de société avait germé après le débat ici sur le travail du dimanche. Pour ajouter ce que disait Chantal fort justement sur la tribu, le jour où j'ai reçu un catalogue de Cyrillus, temple de l'extrême gauche vestimentaire, lorsque j'ai reçu à la maison un catalogue de Cyrillus sur le thème de la tribu, je me suis dit, oh là là, il y a des dégâts. Si Cyrillus organise sa communication publicitaire autour de ce thème, on a aussi bien à l'esprit que la vente des monospaces s'est beaucoup développée dans l'approche des tribus. Et le produit destiné à la famille nombreuse, alors, je laisse de côté le problème de la SNCF qui est un peu différent, mais ces produits se sont d'autant développés qu'on pouvait approcher, donc il y a un vrai marché pour ça. Enfin, ça n'est pas uniquement l'extrême gauche qui est à l'œuvre, c'est aussi un certain nombre de personnes qui éventuellement sont très contentes de se retrouver dans une famille très classique le soir, mais qui auront passé une partie de leur énergie entrepreneuriale à vendre toute autre chose tout au long de la journée. La deuxième dimension, c'est celle que je qualifierais de modernisation sociologique et d'une certaine manière de sens de l'histoire. Vous avez un certain nombre de responsables politiques qui ont très peur de ne pas être dans le sens de l'histoire, qui ont très peur d'être à la traîne, à la ramasse, et qui considèrent qu'il faut courir après les éléments et après les événements. Moi, si je fais la politique, c'est en partie, et même en bonne part, parce que je pars de l'idée qu'il n'y a pas de sens de l'histoire et qu'il nous appartient, avec beaucoup d'ambition, les uns et les autres, à l'écrire. Vous avez un certain nombre d'acteurs politiques qui théorisent ou subissent l'idée très différente qu'au fond, on est là pour servir l'histoire. Et que si d'aventure on loupe le coche, on n'est pas à la hauteur de notre mission et qu'éventuellement, on risque évidemment d'être incompris des électeurs. Dans ce registre de la modernisation sociologique, du sens de l'histoire, donc qui est le monde a changé, adaptez-vous, enfin attendez, réveillez-vous jeunes gens, la famille dont vous nous parlez, ça n'existe plus, il est temps que vous vous rendiez compte ce que nous dit le gouvernement quand il nous parle de sa loi sur les familles, ce que nous dit le gouvernement quand il nous parle de modèles familiaux au pluriel. Alors, là-dessus, il n'est pas interdit de rappeler ce qu'est la réalité. La réalité, c'est que 75% des enfants vivent avec leurs 2 parents.
Donc même s'il y a beaucoup d'évolutions et beaucoup de situations différentes, il est faux de dire qu'il n'y aurait plus une situation ordinaire et fréquente. La modernisation sociologique, le sens de l'histoire, vont mal aussi avec l'énoncé de faits. Les travaux que Julien Damon a recensés et publicisés en particulier sur le fait que la stabilité de la famille va bien pour les chances scolaires de l'enfant, va bien pour la prévention de la délinquance, va bien pour la prévention du suicide. Quand vous dites ça, souvent vous n'êtes pas compris. Alors, l'explosion de la famille, la modernisation sociologique et le sens de l'histoire, et le troisième thème qui est la modernisation technologique, qui est un peu cousine du deuxième, mais pas tout à fait. Dès lors que la technique nous permet d'eux, pourquoi pas? Sans vouloir les conséquences d'explosion de la famille, en particulier par la parenté complexe et la multiparenté, mais en les assumant, considérant pour le coup, raccrochant à mon deuxième thème, que dès lors que la possibilité technique existe, il faut l'employer, et elle a évidemment des conséquences sociologiques, et ces conséquences sociologiques, il faut en prendre acte et écrire la loi en conformité avec ce que sont ces évolutions. Où s'arrêtent les évolutions technologiques? Le jour où on est capable, et il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas un jour, de faire un enfant sur le patrimoine génétique de deux personnes de même sexe. Parce que vous dites, elles sont deux personnes disent, mais il faudra toujours un père et une mère. L'objection scientifique est probablement non. On sait aujourd'hui, dans le règne animal, on ne sait pas théoriquement, on a fait des souriceaux fertiles sur le patrimoine génétique de deux souriceaux mâles, ça donne un mâle ou une femelle, ou de deux souriceaux femelles, ça donne nécessairement une femelle. Ça, on sait le faire. Et on sait faire des animaux qui se reproduisent. Ça n'est pas au sens strict du clonage, c'est assurément une manipulation génétique, mais ce n'est pas des manipulations insurmontables, ça ne demande pas une technicité extraordinaire. Pourquoi diantre obligé à passer par l'intermédiation d'un tiers si on sait faire sans le tiers? Quelle étrange cruauté, quelle étrangeté à tous les sens du terme, d'aller passer par un tiers, parce qu'au fond, ça évite tout de même un certain nombre de questions, et en tout cas, ça aurait le mérite d'être le vrai enfant des deux parents correspondants, qui peuvent être deux hommes ou deux femmes. Ça, c'est tout de même un sujet, et cette évolution technologique, au fond, on nous dit on la prend en compte pour la PMA parce qu'on sait faire, et à quel moment s'arrête-t-on? Et comme je l'ai dit en commission des lois, Mme Guigou avait dit sur le Pacs non, jamais il n'y aura de filiation ou de mariage, et j'ai posé la question en commission et là aussi je n'ai pas eu de réponse. Quand vous dites jamais, ça veut dire combien de temps? Voilà. Quelle est la barrière éthique exacte qui fait qu'on accepte et qu'on n'accepte pas? Ce sont au minimum des débats importants. Et si l'on ne part plus de l'idée que l'altérité est fondamentale, je le redis, au nom de quoi est-ce qu'on interdit à deux hommes d'avoir un enfant? À eux. Il n'y a pas beaucoup de réponses, et je veux souligner dans le texte que nous avons l'absolue cohérence entre le texte et la PMA. Pour le coup, moi je défends la position intellectuellement. Je suis contre le texte et contre la PMA pour les personnes de même sexe. Mais il y a une absolue cohérence à réclamer la PMA parce que l'adoption ne répondra pas à la situation. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à l'état, la question qui était posée sur l'état du front. Pour résumer, mais Chantal a déjà largement abordé ce thème. Je dis les choses de la manière suivante. Quand la famille est partout, elle est nulle part. Et est-ce qu'il y a une volonté d'explosion? Je ne sais pas, mais le résultat clairement est là. Est-ce que c'est intentionnel ou pas? Je n'en sais rien. Je pense que ça l'est pour certains. Peut-être pas pour d'autres qui ne se voient pas plus loin que le bout de leur nez, mais ce n'est pas un problème puisqu'ils acceptent d'être menés par le bout du nez. Au nom du sens de l'histoire. Voilà. Voilà.